Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, nous avons la grande joie de nous entretenir avec Laure Coromine qui vient nous présenter son premier roman publié aux éditions Gallimard, Miss Atomique. Pour cette conversation, nous sommes rejoints par Matteo Jung, étudiant, doctorant en études françaises et francophones à l'Université Ohio State. Bonjour Laure Coromine. Bonjour à tous les deux. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Alors, après des études en classe préparatoire, puis un master en école de commerce, vous avez décidé de vous consacrer pleinement à votre passion pour le journalisme. D'abord indépendant, vous avez fini par rejoindre le journal parisien L'ADN en tant que journaliste tendance société. Vous publiez quotidiennement des articles sur les usages surprenants de nos sociétés hyper connectées. Notamment inspiré par les réseaux sociaux et par Internet en général, vous analysez l'actualité des tendances susceptibles de fasciner les curieux. Particulièrement ouvert sur le monde, vous qui vivez entre Paris et Munich, vous vous intéressez à des sujets éclectiques dans une société moderne où tout va toujours plus vite. C'est ainsi que vous informez votre lectorat à propos de sujets originaux comme le syndrome Magnéto ou bien le déferlement des Utah Moms sur les réseaux sociaux. Alors précisément, l'Utah semble particulièrement vous intéresser, car c'est dans cet état que se déroule le récit de votre premier roman, Miss Atomique, publié chez Gallimard. Bien avant l'émergence de la Gen Z, c'est la génération des baby boomers américains qui fait l'objet de votre ouvrage. Entre écologie, récits d'enfance et catastrophes nucléaires, vous proposez de transformer un simple fait divers en fiction haletante qui témoigne du talent de votre plume. Alors commençons donc à discuter de votre ouvrage. Pouvez-vous retracer pour nous la genèse de Miss Atomique ? À quelle occasion en êtes-vous venu à vous intéresser aux essais nucléaires dans l'Utah au cours des années 1950 et comment avez-vous pris conscience que cet événement historique pouvait fournir le matériau de ce qui allait devenir votre premier roman? Oui, bonne question. En fait, je m'y suis, intéressée de manière, complètement, hasardeuse, un peu au détour d'un bouquin que j'ai lu il y a quelques années, d'un auteur américain justement qui s'appelle Bill Bryson, que j'aime beaucoup, qui est connu notamment pour ses récits, de voyage, très humoristiques, très cinglants, mais toujours très tendres, et il a écrit notamment un bouquin sur son enfance, qu'il a sobrement intitulé «Ma fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 50». Donc, comme le titre l'indique, il se penche sur ses premières années. Il est né, je crois, en 51 dans l'Iowa, si je me trompe pas, donc vraiment dans le cœur du Midwest, et au fil des pages, en fait, il raconte toute une époque très foisonnante, très riche, très vibrante. Et ce qui m'a frappée, c'était le grand optimisme, presque la naïveté, en fait, avec laquelle les Américains alors, en tout cas une certaine classe américaine, concevaient l'avenir. J'ai l'impression qu'ils étaient vraiment ils avaient l'air d'être irrigués par cette idée que le futur proche allait amener, en fait, une réalité plus désirable. Et au fil de ces pages, il consacre, plusieurs paragraphes, je crois, dans mon souvenir, à raconter justement les essais atomiques qui avaient lieu dans les années 50 à cette époque, donc dans le Nevada, État voisin de l'Utah. Il décrit avec une grande précision les conditions dans lesquelles les essais étaient tenus, mais surtout la manière en fait dont ils étaient perçus par le public américain. C'est-à-dire que c'était vu comme un grand spectacle, une sorte de grande messe patriotique à laquelle il fallait, ab absolument participer pour faire état justement de son amour de la patrie. C'était vu comme quelque chose certes d'un peu anxiogène, parce que, bah, on était quand même en pleine guerre froide bien sûr, mais c'était avant tout, voilà, quelque chose de divertissant et de très excitant. Et je me rappelle quand j'ai eu l'idée du bouquin, c'était, un para un paragraphe très court dans lequel il citait plusieurs choses que la décennie a produites en termes de produits de grande consommation liés justement aux essais. Parmi les burgers atomiques, les bonbons atomiques, il y avait aussi des cocktails atomiques, et à Las Vegas, donc ville qui a poussé en fait dans une sorte d'essor, une dynamique touristique pour pouvoir assister à ces grands essais. Il mentionne une sorte de rade en fait, ou une stripteaseuse dont le nom de scène était Bombe atomique, que tous les camionneurs en fait, voilà, qui traversaient le pays, d'est en ouest, venaient, saluer à l'occasion. Et je me suis dit que oui, ça pourrait donner absolument lieu à une sorte de concours de beauté et que ce serait un très bon titre, ça me semblait en tout cas être un bon titre pour un bouquin. Heu
J'ai fait aussi un voyage dans l'Utah il y a plusieurs années. C'est un État qui m'a semblé particulièrement, très beau, vraiment somptueux, un décor cinématographique et du coup, le croisement de ces 2 choses pour moi, voilà, se prêtait bien à une histoire. Suite au livre, voilà, je me suis un peu tombée dans le terrier, du lapin. J'ai fait beaucoup de recherches justement sur cette période-là, sur ces fameux essais atomiques qui étaient conduits donc par le ministère de l'Énergie, sous la houlette de la commission pour l'énergie atomique. Et voilà et c'est une période de l'histoire qui est fascinante, je trouve, qui est assez méconnue en France en tout cas, et qui pour moi pouvait donner lieu à un thème qui était suffisamment plastique, qu'il pouvait encapsuler, différentes thématiques que je voulais creuser, à savoir, vous l'avez mentionné dans l'intro, une dimension, éco-anxieuse, doublée d'une obsession, et j'avais aussi envie d'explorer le thème du souvenir. Donc pour moi, je me suis dit que ce récit-là, celui donc d'enfant qui allait se confronter à tes essais atomiques, pouvait bien se prêter à explorer en fait, tous ces thèmes. Alors votre roman établit un parallèle entre la découverte des dangers du nucléaire et la confrontation progressive de vos personnages avec la violence du monde adulte. En retraçant la perte de leurs illusions, Miss Atomique dialogue avec une riche tradition littéraire qui comprend au XIXe siècle les illusions perdues et l'éducation sentimentale, ou bien, plus près de nous, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Alors en quoi peut-on dire que votre Miss Atomique est un roman sur la perte de l'innocence? Oui, ça Miss Atomique, c'est avant toute chose, je pense, un roman d'apprentissage. Hem, les personnages principaux sont très jeunes, ce sont des jeunes adolescents, et la structure en je pense qu'on peut dire que c'est un roman sur la perte de l'innocence, notamment par rapport à la manière dont se déroule l'histoire, en fait. Moi, j'ai voulu vraiment, pour ce premier roman, reprendre une structure, narrative, très classique, vraiment presque en 3 actes qui se déroulent, comme de nombreux classiques du genre sur un été. Donc, l'histoire commence au début de l'été, à la fin de l'école, et se termine justement à la fin du mois d'août, heu enfin, voilà, à un moment où le narrateur aura subi une transformation, qui l'aura percuté de manière, assez violente, en fait, au fil de tous les essais atomiques qui vont ponctuer de manière de plus en plus rythmée, de manière de plus en plus rapide, tout cet été-là, donc le fameux, été 57 qui a été particulièrement, fertile malheureusement en explosions qui ont lieu, dans ce désert du Nevada. Hem, pour montrer ça, j'ai essayé de, hem, jouer un peu sur le rythme. Donc toute la première partie du roman est assez lente. On est sur une, un descriptif en fait d'une grande dilatation du temps. C'est le début des vacances. Tom, donc le narrateur, a l'impression que sa vie n'aura pas de fin. Il dit à un moment, «J'avais l'impression à cette époque qu'une déviation, improbable, incongrue se produirait et que ma vie n'aurait par une sorte de miracle jamais de fin». Donc voilà, ça c'est un sentiment qui est propre à l'enfance, à cette période du début de l'adolescence. J'essaie d'introduire assez rapidement néanmoins par petites touches, par petites bribes, heu, un peu à la manière des impressionnistes, l'avancée en fait de cette prise de conscience qui va le percuter, comme je l'ai dit à la fin du livre. Ça se produit par exemple au détour de conversations, où il va, entendre des voisins, des personnes de son entourage mentionner certains effets secondaires dont ils vont souffrir sans pour autant rattacher encore les points et rattacher ça en fait aux effets des bombes, ce qui s'est produit pendant de longues décennies. Parce que je rappelle que ces essais, ils ont commencé en 51, il me semble, pour se terminer seulement en 92 et pendant de nombreuses années, la population n'a pas attaché les maladies, et tout ce qui se produisait dans l'État à ces fameux essais atomiques. Donc voilà, c'est ce qui se passe sur cet été-là. Heu, le livre est coupé en 2 après le fameux concours de beauté autour duquel va se cristalliser beaucoup d'attention, justement, détournant le regard de la population, de ce qui se passe dans l'État voisin. Les, hem, le rythme s'accélère, le temps se rétrécit, pour, conduire jusqu'à une sorte d'écrasement, de grande déflagration, et à ce titre-là, voilà, c'est une sorte d'entrée brutale, en fait,
dans l'âge adulte et dans ce qu'est le monde, en fait, à ce moment-là. Alors, continuons à parler de l'impact du nucléaire dans la vie de vos personnages. Dans Fukushima, récit d'un désastre, l'écrivain Michael Ferrier se penche sur les conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 et présente ce qu'il nomme la demi-vie. Alors la demi-vie, c'est un concept qu'il va présenter, qu'il va décrire en ces termes. Je cite. Alors contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre ici ou là, Fukushima n'est pas une apocalypse. Ce n'est pas un accident total, encore que celui-ci soit toujours possible, mais d'une certaine manière, le pire a déjà eu lieu. Il est là, tout autour de nous. C'est une catastrophe en gargouillis, non en apothéose. Une sorte de dégringolade quotidienne systématique. Ce n'est pas une extermination violente, c'est un état létal et désormais de plus en plus légal. Par petites doses, une sorte d'homéopathie à l'envers, une forme dévitalisée de la vie. Alors cette définition de la demi-vie vous semble-t-elle s'appliquer aux conséquences des essais nucléaires dont il est question dans votre Miss Atomique? Est-ce qu'à votre tour, vous pouvez dire également qu'avec les essais nucléaires dont votre roman représente les suites, le pire a déjà eu lieu? Alors, bonne question et je ne connaissais pas, je n'avais pas cette référence du tout que je découvre avec votre interview. Est-ce que le pire a déjà eu lieu? Je pense que cette époque, elle a la particularité d'avoir déjà produit le pire et de continuer à produire le pire. C'est un petit peu ce que je voulais montrer justement avec ma narration qui commence avec les relents, l'écho distant de, la guerre de Corée dont souffrent certains personnages encore, et de le terminer avec la guerre du Vietnam, dans laquelle se retrouve, enrôlé le personnage et dont les bombes lui rappelleront, les bombes de son enfance. C'est ce qui déclenche en fait tout ce récit, rétrospectivement. J'aime beaucoup cette définition de la demi-vie et oui, c'est cette espèce de gargouillis, de forme létale légalisée, c'est bien ce qui me semble s'être étalé sur plusieurs décennies. Hem, oui, j'ai l'impression que, le pire s'est déjà produit. Le pire s'est déjà produit et continuera de se produire. On a eu une triste, résurgence de cet état-là avec la guerre en Ukraine et les menaces de la, bombe atomique qui ont ressurgi, d'un passé qu'on espérait, englouti. On Et ça s'est fait dans oui, c'est arrivé de manière, relativement brutale sur le devant de la scène internationale, hem, mais voilà et ça avait fait partie du quotidien de nombreuses, de toutes ces personnes qui justement dans cette petite ville de Saint-Georges, qui est donc au sud de l'État, vivaient vraiment de manière, rythmée, chronométrée avec le bruit, des explosions dont ils sentaient, les odeurs, le soufre, la force de frappe qui venait même faire exploser les maisons les fenêtres de leur maison. Hem, donc oui, je pense qu'il y a eu cet état en fait de sorte de limbe qui s'est étiré, qui s'est éternisé sur toutes ces décennies-là, et dont ils ne sont pour la plus pour bon nombre d'habitants de la ville, pas tout à fait sortis. Je sais qu'une universitaire, justement de l'Utah a parcouru, toute la région pour recenser tous les cas, en fait, les témoignages, les histoires personnelles et dresser une cartographie, un catalogue de tout ce qui avait été, subi par les populations locales. Et les cas sont effroyables. On parle de familles entières décimées par des leucémies, de classes qui devaient être ouvertes pour accueillir spécifiquement des enfants qui avaient un très important retard mental. Donc oui, le pire s'est produit, continue de se produire et je pense malheureusement, tant que le temps s'étirera, que se produira encore. Alors un peu plus tôt, nous avons parlé d'une tradition littéraire dans laquelle s'inscrit votre roman, celle des ouvrages consacrés à la perte de leurs illusions par de jeunes personnages qui se confrontent à un monde sans pitié. Votre Miss Atomique s'inscrit également dans une autre tradition littéraire, celle des romans français qui s'emparent de l'Amérique, une tradition dans laquelle rentrent de nombreux textes contemporains tels que La disparition de Jim Sullivan de Tinguely, roman américain au pluriel de Christine Montalbetti, ou bien Le ravissement de Britney Spears de Jean Rollin, comme Le monde n'existe pas de Fabrice Imbert, mais la liste est de toute façon très longue. Alors votre roman représente un visage de l'Amérique dont il est rarement question dans la littérature française contemporaine, puisque vous évoquez une petite ville située dans l'Utah, dont je venais d'ailleurs de rementionner le nom, nommée Saint-Georges. En quoi peut-on dire que votre roman est aussi
une réflexion sur le déclin du rêve américain et sur la trahison des promesses trop fastueuses que l'Amérique faisait au monde au cours de la décennie mythique des années 50. Mmh. Oui, alors je vais commencer, oui, par répondre à cette question, mais tout d'abord, je pense que ce que je voulais, raconter et on y reviendra peut-être après, c'est le déclin du rêve, de l'époque moderne, tout court, je pense. Mais effectivement, par rapport à cette décennie très précise et avec le rêve américain qui avait encore toute sa superbe, sa verve et ses couleurs, dans cette décennie-là. J'ai essayé de montrer son délitement, au travers de l'éclatement justement de la cellule familiale, tout d'abord. On voit que, les relations en fait entre, Tom et sa sœur Maxime vont se distendre en fait au fil de l'histoire. La famille sera, frappée par une révélation, à la fin du roman, sur les rapports, incestueux que sa sœur entretenait avec son père. Donc il y a d'abord cette première cellule qui va éclater, qui sera, voilà, tiraillée complètement, désintégrée, au fil des pages. Hem, voilà, pour moi, ça c'était l'un des plus grands piliers de ce fameux rêve américain, accompagné de la promesse que les années à venir apporteront, une société plus juste, plus paisible, plus stable, plus pacificatrice. Tout ça, voilà, bien sûr, est, grandement entaillé par les bombes qui ne cesseront, voilà, d'être lâchées, que très tardivement. Elles explosent vraiment dans les dernières années, je crois, de manière plutôt aérienne, heu et non plus seulement, souterraine. Je voulais aussi parler effectivement du travail, enfin la promesse travail, voilà, on voit les fermiers, les agriculteurs qui se tuent à la tâche et qui voient leurs troupeaux, décimés et qui n'auront d'autre choix que de mettre, clé sous la porte. Donc voilà, je voulais raconter un petit peu tout ça, par petites touches, mais je pense que je voulais surtout, parce que certes l'histoire se déroule dans les années 50, mais pour moi elle fait, elle n'est que le triste écho de ce qui se passe, de ce qui se passe aujourd'hui. Et je voulais surtout parler de cette, grande désillusion qui frappe, je pense, beaucoup de gens de ma génération, qui peinent à regarder autour d'eux et à essayer de discerner encore des petits espaces de ciel bleu, en fait. Dans le monde universitaire américain, il est de plus en plus question de ce que l'on appelle eco-criticism ou éco-critique, à savoir une discipline qui étudie la littérature et l'écologie en se penchant sur des œuvres qui illustrent des préoccupations environnementales et traitent plus généralement de la représentation de la nature. À votre avis, Miss Atomic est-il un roman qui se prête à une telle lecture éco-critique? En quoi votre ouvrage témoigne-t-il d'une préoccupation au sujet de la dégradation de l'environnement qui dépasse la question du nucléaire dans les années 50 pour méditer plus largement sur la catastrophe écologique dont nous sommes les contemporains? Mmh. Oui, alors ça, oui, à mon avis, le livre, évidemment, s'insère, complètement dans ce type de roman-là, de littérature-là. Tout d'abord parce qu'à titre personnel, moi, je suis née, éco-anxieuse, donc c'est évidemment quelque chose qui me, qui m'imprègne et qui m'habite, je pense, de manière, très forte. Donc c'était, en fait, un des thèmes que je voulais, creuser, absolument dans ce premier roman. Pour moi, la question des essais atomiques et le déroulé de l'histoire aux États-Unis dans ce contexte-là est presque anecdotique. Ce que je voulais raconter, c'était vraiment ce délitement généralisé. Tout d'abord de la cellule familiale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais principalement et avant tout vraiment de la nature. Au fil des pages, ce qu'on voit, c'est que le héros, Tom, voit son environnement proche, la rivière qu'il affectionne, les champs qui entourent sa maison, puisque Saint-Georges est une ville, très rurale, les arbres dans lesquels il aime grimper, les montagnes au loin se parer d'une poussière grise, terne, qui sont les déjections donc des bombes apportées par les nuages atomiques, sous lesquels la ville va macérer tout l'été. Hem, donc c'est voilà, c'était vraiment ce que je voulais, raconter, parce que évidemment ça fait écho à ce qui se passe, à ce qui se passe, aujourd'hui, et qu'on est de plus en plus, voilà et des sentiments qui nous habitent tous de plus en plus et qu'on ne peut plus, ignorer, je pense. Hem, Toute cette catégorie de nouveaux romans qui sont centrés sur qui racontent en fait ce sentiment d'éco-anxiété, je pense sont
sont nécessaires, parce ils sont tout d'abord une sorte presque de baume au cœur pour ceux qui les lisent et qui sont, je pense, heureux d'entendre, une voix qui raconte aussi ce mal-être, cette angoisse qui devient aujourd'hui, quasi existentielle. Donc oui, à ce titre-là, Miss Atomique pour moi, c'était ce que je voulais raconter tout d'abord, un sentiment de nostalgie pour, un monde qui disparaît, hem, qui sans doute ne reviendra pas, et qui est, il me semble aujourd'hui presque la pire des tragédies. Le reste ne paraît être que du bruit, parce que la nature qui disparaît, c'est la disparition du beau et c'est ce qui va teinter toute l'histoire et tous les sentiments, de Tom oui, d'une grande tristesse, d'une profonde tristesse, de mélancolie, tout au long du livre. Alors je donne à présent la parole à Matteo Jung qui a préparé des questions au sujet de votre Miss Atomique. Bonjour Laure, bonjour professeur Hoffman. Merci en tout cas pour cette interview. C'est un plaisir de discuter et d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, comme cela a été révélé dans l'introduction, vous menez une carrière de journaliste depuis plusieurs années en parallèle de votre travail d'écrivaine. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler de ce passage de l'écriture journalistique à l'écriture romanesque. Êtes-vous davantage sensible à la continuité ou aux ruptures entre ces deux formes d'écriture? Hem, ouais, bonne question, j'avais jamais réfléchi à ça. Oui, c'est vrai que ce sont 2 écritures qui sont fondamentalement, différentes, ne serait-ce que dans la forme évidemment, mais le style aussi. Je pense que ce passage, il a été assez indolore parce que, avant d'être journaliste, j'ai écrit quelques nouvelles, donc voilà, moi je me suis fait, la main sur ça avant de formater sans doute mon style d'écriture par mon métier. Donc oui, non, une transition qui a été, oui, plutôt douce. Après l'écriture, moi je pense que c'est vrai, est un muscle, donc c'est vrai que j'imagine que ça me nourrit forcément d'une certaine manière. Après, c'est amusant, j'en parlais avec un ami écrivain aussi, on se disait que, hem moi, je peux pas passer 18 heures par jour à écrire. De fait, j'aimerais avoir moins de travail journalistique à accomplir pour pouvoir écrire plus, de narration. J'ai l'impression qu'il me faut, toujours au moins ouais, toujours, quelques jours pour, re-remplir la vase de l'écriture après avoir, passé une semaine à écrire pour la presse. Donc c'est vrai que ce sont 2 choses différentes. Les 2 se complètent bien, évidemment avec un penchant un peu plus pour la narration qui permet, de dire si ce n'est autre chose, de le dire peut-être avec une autre approche de la vérité. Peut-être que c'est une forme plus concentrée. Je sais que dans Miss Atomique, l'atmosphère est très onirique, peut-être même un peu éthérée. Donc c'est quelque chose on ne peut pas se permettre en fait dans des articles de presse, ne serait-ce que par leur forme courte et leur fonction. En tout cas, plus rarement, on se permet ce genre d'écart stylistique. Hem, donc oui, c'est une rupture, c'est vrai, mais je pense elle est salvatrice, une sorte de une bouffée d'air, une aération. D'accord. Maxine est un personnage énigmatique et mystérieux. Elle semble occuper toute l'attention des jeunes adolescents qui la rencontrent. Je me demandais pourquoi vous avez fait le choix de mettre ce personnage au cœur de votre récit. Est-ce qu'il vous semble juste de dire qu'elle est le centre autour duquel s'organise l'ensemble du roman? Oui, elle est une sorte de fil conducteur, puisqu'elle participe à ce concours vers lequel toute la ville a les yeux tournés. Les amis de Tom sont obsédés par cette jeune fille qui, comme vous l'avez dit, leur paraît, sans doute de par leur jeune âge, très mystérieuse. Ils vont tour à tour la vêtir d'attributs, de déguisements, en fonction de leur personnalité. En fait, c'est une sorte de réservoir, de grandes feuilles blanches qui sert de projection à leurs fantasmes. Hem, Cette figure-là, elle est pour moi un peu, oui, une sorte elle est symptomatique, en fait, de l'obsession qui va irriguer tous les personnages, habiter tous les habitants de cette petite ville, que ce soit,
l'obsession qui est, mmh, qui est là pour la consommation, pour ce concours qui va générer beaucoup de rivalité, que ce soit pour les essais atomiques, que ce soit pour, la guerre froide déclarée contre le communisme. Donc voilà, elle est au centre de tout ça. Elle était aussi pour moi une sorte de d'hommage en fait à l'un de mes romans préférés qui est Lolita. C'est pour ça que j'ai intégré à cette histoire un personnage que j'ai appelé, Horatio Horatio en hommage à Humbert Humbert et qui va lui aussi avoir ce regard fixe tourné, de manière, obsessive et compulsive vers les jeunes filles de la ville. Donc voilà, je voulais qu'en fait, il y ait tout un jeu de regards obliques, de de regards qui se croisent, d'obsessions qui se superposent. Je mention pour ça, voilà, je mentionne des, des personnages qui sont des lointains parents du héros, notamment un oncle qui aurait été, obsédé par cette course pour l'uranium qui se déroulait dans l'État quelques années auparavant et qui voilà et qui est mort, en se tuant à la tâche pour essayer de déterrer le plus possible, d'uranium qu'il voulait, transformer en or et en diamant. Voilà, donc je voulais qu'il y ait vraiment cette notion d'obsession et de compulsion qui habite, tous les personnages. En définitive, les tests nucléaires que vous décrivez dans votre roman ont des répercussions directes et profondes sur la vie de vos personnages. Votre livre cherche-t-il à rendre hommage aux victimes oubliées des dérives gouvernementales? Mmh, oui, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça, en ces termes. Je pense que plus aux victimes qui alors il doit y en avoir, oui, qui sont encore vivantes, à ce jour et qui vivent avec les conséquences et les effets secondaires de tous ces bombardements qui avaient lieu vraiment à 2 pas de chez eux. Donc la distance se compte en quelques centaines, quelques centaines de kilomètres. Hem, oui, je voulais surtout en fait, rendre hommage à une époque, à tout un enfin, oui, à tout un pan d'histoire. Hem, les habitants de Saint-Georges avaient cette particularité d'être, mormons, alors dans une très, très grande majorité et à ce titre de remettre très peu en question, en fait, l'État, le gouvernement qui était fortement, très étroitement liés, en fait, à leur, religion. À ce titre, ils ont mis des années avant de remettre en cause ce qui se passait, juste à côté de chez eux. Hem et ça évidemment, c'est d'une profonde injustice. J'ai intitulé mon premier chapitre, «Quand le vent souffle, vers l'est» parce qu'effectivement les essais n'étaient, tenus que lorsque le vent soufflait en direction de l'Utah et non vers la Californie où étaient situés tous les grands centres, économiques. Hem et les grandes universités où voilà, ce qui aurait peut-être pu, alerter plus rapidement et plus vite et couper court à à tous ces essais. Donc ça a été vraiment une population cobaye, hem et c'était, je pense, ouvertement, et c'était ouvertement le but, en tout cas au sein de l'énergie, de la commission de l'énergie atomique. Hem, toutes ces vidéos maintenant ont été déclassées, elles sont disponibles sur YouTube, donc c'est voilà, on a vraiment accès à toute cette matière première, brute, parfois sous une forme brute, parfois sous une forme, réaménagée, réécrite avec des vidéos de propagande qui étaient diffusées à l'époque, voilà, qui comportaient, des comptines, des chansons, chantées dans les écoles, apprises aux enfants. Des vidéos qui, de bonne foi ou de mauvaise foi parfois, assimilaient le nucléaire à un très grand progrès, technologique qui pourrait parfois, pallier les failles de l'agriculture où il était effectivement assimilé à un engrais qu'on pourrait utiliser pour, voilà, heu, générer une, production quasi illimitée, de, de fruits et légumes. Donc il y avait tout oui, oui, tout ça, qui s'est percuté à cette époque et qui a fait que, oui, toutes ces personnes ont été, oui, sacrifiées dans la plus grande indifférence. Alors, merci beaucoup pour votre participation à notre émission, Laure Coromine. Ce fut un grand plaisir de discuter avec vous et Mathieu Young de votre roman Miss Atomique. Voilà, c'est la fin de notre émission, mais aussi la fin de notre saison d'automne.
French Press, en effet, suit le calendrier universitaire américain en distinguant entre une saison d'automne qui s'étend d'août à décembre et une saison de printemps qui va de janvier à mai. Alors nous reviendrons très prochainement avec une vidéo qui annoncera les principaux invités de la saison de printemps, parmi lesquels Clément Bénèche, Virginie Poitrasson, Bruno Perrault, Constance Debré, Marina Van Zielen et Nicolas Chemla. En attendant ces prochaines rencontres, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press.